BFM Business. C'est votre argent, Marc Fiorentino. Oui, c'est votre argent, c'est votre week-end et c'est une émission vraiment exceptionnelle. Nous allons revivre la semaine ensemble. Et quelle semaine, sans langue de bois, avec de bons coups de gueule. Et on commence par notre Je te laisse... Ah oui, pour que les gens profitent. Voilà. C'est l'égérie de cette émission, elle pose des questions pertinentes et surtout impertinentes. La seule, l'unique, Laure Closier. Bonjour, et bien le chiffre est mort de rire alors que c'est la même présentation depuis des lustres. J'ai cru que vous alliez dire elle pose... Elle pose des questions. Elle pose quoi? Elle pose pour des photos. Oui, également. Ah oui, aussi, mais bon, ça, c'est sa vie privée, elle fait ce qu'elle veut. Mais En dehors du boulot. Ça m'avait pas marqué. Non, mais en dehors du boulot, elle fait ce qu'elle veut. Ouais. Mais vous le savez, pour une émission exceptionnelle, il faut des invités exceptionnels. J'ai donc l'immense plaisir, et je crie, de vous présenter nos Jedi de l'économie et de la finance. Lui, vous le connaissez, je suis content de le recevoir à chaque fois. C'est la référence absolue en matière de géopolitique, il sait tout sur tout, c'est Benaouda Abdelrahim. Bonjour Marc. Voilà, merci d'être venu. Merci à vous. C'est un homme indépendant et qui aime l'expansion. Pas étonnant qu'il soit président de la SICAV Indépendance et Expansion. C'est William Eagles. Oh là 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 là. Ouais, bon. Ouais, bon. C'est pas mal, c'est bien. Non, c'est bien, non? Bah, c'était pas difficile, quoi. C'était pas difficile, mais il Non. fallait y penser. Oui. Non? Si. On continue parce qu'on a envie de voir la suite, du coup. C'est un homme, non. C'est un homme qui aime le va trust. crescendo. Non. On m'a murmuré dans l'oreille, mais très doucement, qu'il était financier le jour et sculpteur la nuit. C'est vrai. Vous nous expliquez ça, Jean-Sébastien Bellet? Bonjour. Bonjour. Vous nous expliquez ça, alors qu'est-ce que vous faites le soir? Je Dans les fais marchés fermes. de la finance depuis maintenant 30 ans et de la sculpture depuis une vingtaine d'années. Je pratique ça à mes heures perdues et de temps en temps, j'arrive à exposer, voire à vendre quelques œuvres. Et vous gagnez plus d'argent avec quoi? Fantastique. Vous êtes associé fondateur de Trust Team Finance. C'est quoi Trust Team Finance? Vous nous Trust rappelez? Team Finance, c'est une société qui a été créée fin 2000 et qui investit en s'appuyant sur des critères de satisfaction client. On investit sur des sociétés qui mettent le client au cœur de leurs préoccupations et qui, du coup, en gérant très bien cet actif client, vont pouvoir avoir une rentabilité et une croissance plus visible, voire supérieure. Et ça rapporte de l'argent d'investir Bah oui. comme ça? Heureusement, ça rapporte Ouais. de l'argent. Ouais, parce qu'il faut mêler les deux, quoi. Et vous arrivez à faire ça? On arrive à faire ça depuis maintenant quelques années. Emmanuel découvre. Emmanuel Je découvre, mais moi la qu'on finance, pouvait c'est pas gagner mon d'argent. truc. Moi, je viens avec depuis mes le temps, yeux- depuis le temps. Je viens avec mes yeux naïfs d'économie. Ouais. Tout le monde connaît Jean-Sébastien. Rien n'est plus important que la santé, ça tombe bien, c'est une des meilleures spécialistes, Alice Labousse, présidente de Trecento AM. Bonjour. Bonjour, Comment ça va, Marc. Trecento? Ça va bien, merci beaucoup. La collecte, les fonds sous gestion, tout Ça avance, augmente. ça avance. Ça augmente comme vous voulez. Ça va bien. Elle devient spécialiste des crypto-monnaies aussi. Ah oui? Elle a rajouté ça. Non, fallait pas le dire. De la blockchain et des De la crypto-monnaies, mais on en reparlera volontiers un jour. C'est notre gourou, C'est moi. notre lumière, C'est moi. notre guide, Eh oui, c'est encore moi. Emmanuel Le Chip, Kung Fu Panda pour ses disciples. Bonjour Emmanuel. Bonjour à tous. Il adore, à chaque fois il regarde son... Il adore se voir en panda. Il adore se voir. Alors que moi, ça me met très mal à l'aise, cette image. Pourquoi? C'est très sympa, au contraire. On démarre, non? Oui, lundi, c'était Pâques, mais c'était aussi le premier jour du deuxième trimestre pour les marchés qui étaient ouverts et ça a très mal commencé à Wall Street. Alors que nous étions en congé et que nous écoutions tranquillement les cloches de Pâques sonner, j'ai fait un jeu de mots là, la cloche de Wall Street et des marchés américains résonnait presque seule. Bon. Premier jour d'activité du trimestre pour les investisseurs après un premier trimestre plus que morose et en ce premier jour, les États-Unis ont donné le là. Là, plutôt grave, avec une checklist des sujets d'inquiétude en toile de fond, comme toujours, le changement de politique monétaire des banques centrales avec la fin des taux zéro et l'argent gratuit. Toujours les craintes commerciales, ça on va en reparler plus tard car elles se sont accentuées pendant la semaine. La tech qui continue à plier, quand ce n'est pas Facebook, c'est Amazon. Quand c'est pas Amazon, c'est Tesla. Rajoutez à ça les premières craintes, vraiment n'importe quoi, de ralentissement économique aux États-Unis. En 2017, on voyait le verre totalement plein, à ras-bord. Début 2018, on le voit à moitié vide. Benaouda Abdelrahim, on voit que le début d'année est plus tourmenté que l'an dernier. C'est quoi les craintes sur le plan géopolitique pour la suite de l'année?
C'est une thèse de doctorat. Voilà, vous avez 3 heures. Vous avez 40 Bon, minutes. j'ai 40 minutes, alors je vais en faire 40 secondes. Il y a un tas de dossiers qui passent totalement sous le radar international et qui vont faire beaucoup de bruit. C'est notamment le dossier entre la Chine et Taïwan. Les Chinois sont prêts à tous les compromis sur tous les sujets, sauf sur ce qu'ils estiment être l'unicité, l'intégrité de leur territoire. Et ils sont extrêmement remontés au sommet de l'État chinois contre toute velléité de Taïwan de prendre le large, de déclarer l'indépendance de façon formelle, et de la part des États-Unis de les aider. Donc, ils sont prêts à transiger sur ce point-là, mais pas sur le reste. Autre facteur qui semble émerger, dont on aura l'occasion de reparler plus tard dans l'émission peut-être, c'est que la guerre commerciale en cours est en train de réorienter les flux internationaux, finalement sans qu'on s'en rende compte. Les États-Unis ne veulent pas des autres, et bien les autres se tournent vers les autres. Je m'explique. Le Mexique, qui achetait énormément de maïs aux États-Unis, en achète beaucoup maintenant au Brésil. D'accord. Le soja chinois vers le Brésil. Donc on a l'impression, étrangement, que les États-Unis de Donald Trump sont en train de donner un coup de pouce extraordinaire à l'Amérique du Sud, de façon totalement involontaire. C'est America First pour America, mais pas pour les autres. Voilà, pour le Sud. Emmanuel Le Chip, sur la macro, il y a le changement de régime des banques centrales, il y a le débat croissance-inflation, mais quoi d'autre pour la suite de l'année? Il y a effectivement le fait qu'on est sur la ligne de crête sur beaucoup de sujets. C'est-à-dire, est-ce qu'on va basculer dans un monde un peu inflationniste? Est-ce qu'on va rentrer dans un monde qui croît moins vite? Je vous rappelle qu'on sort quand même d'années dans lesquelles il n'y avait que des certitudes. La certitude de la croissance relativement lente, la certitude qu'il n'y aurait pas d'inflation, mais qu'il n'y aurait quasiment pas non plus de déflation à cause des banques centrales. Donc ça fait quelques sujets, et puis on redécouvre juste la vie normale. Tous les cas que vous avez cités, Facebook, c'est la vie normale des affaires. Des entreprises, Ce qui n'était absolument. pas normal, c'est l'année 2017. Si vous prenez la volatilité, par exemple, vous avez eu une volatilité historiquement bas, on était à 10 à peu près. C'est le plus bas historique depuis que la volatilité existe. Si vous prenez le premier trimestre, où d'un seul coup, tous ces gens qui avaient commencé à vivre confortablement ont l'impression d'avoir vécu une période extrêmement agitée, on est sur une volatilité de 17 qui est la moyenne historique depuis 1990. Absolument. Donc voilà, il y a quelques questions macro qui sont en suspens, et puis simplement le fait qu'on retrouve ce que c'est qu'une vie normale sur les marchés après des années quand même extrêmement faciles pour tout le monde. Jean-Sébastien Bellet, c'est la vie normale par exemple sur les technos, où il y a un changement de paradigme? Nous, ce qu'on dit depuis déjà 2 mois, c'est que 2018 c'est l'année de la rébellion. Année de la rébellion pour les banquiers centraux qui sifflent la fin de la récréation et qui donc, emmenés par les États-Unis, qui commencent, l'Europe va suivre, et donc les banquiers centraux vont se rebeller et cesser de distribuer de l'argent gratuit un peu partout. Mais rébellion aussi des acteurs traditionnels qui se rebellent contre les acteurs de la techno. Si on prend Amazon, la société est apparue il y a 15 ans. Les gens ont ri, n'ont pas cru à son développement. Et puis, il y a 10 ans, les gens de Barnes & Noble et Walmart ont commencé à avoir des effets, mais on pensait quelque chose. Voilà, ils ont dit il se passe quelque chose, mais ça ne nous concerne pas parce que nous, on est des distributeurs traditionnels, on est bien meilleurs. Et puis il y a 5 ans, ils ont commencé à réagir. Et donc on arrive après 5 années d'investissement très lourd de la part de tous ces acteurs traditionnels qui aujourd'hui commencent à venir mettre des pics dans le dos de ces acteurs technologiques, alors même que les valorisations de ces technos sont stratosphériques. C'est un tournant. Voilà, exactement. C'est la rébellion. Mais il n'y a pas que ça, parce qu'en plus des concurrents qui se sont réveillés, il y a aussi tous les environnements fiscaux et réglementaires qui sont en train d'essayer de s'adapter aussi, alors avec toujours du retard. C'est ça. Mais et qui commencent aussi. Une vraie contrainte. Eh ben oui. Mais du côté des gérants, Alice ou William, la volatilité, c'est une bonne nouvelle. C'est le retour à la normale pour vous. Oui. Que vous dire sur la volatilité? Enfin, bon. Moi, je veux bien rebondir sur la question des technos volontiers, mais bon, la volatilité. Non, parce que nous, on a un fonds sur la robotique, donc le sujet des technos est un sujet qui est important pour nous et qu'on suit beaucoup. Notre sentiment, c'est que en réalité, les gens de l'économie réelle ne viennent pas tant que ça concurrencer aujourd'hui les grandes technos. Il y a quelques initiatives. Moi, je partage vraiment le fait qu'effectivement, l'environnement fiscal peut être un petit peu défavorable, mais en général, ils trouvent toujours des solutions. Amazon, c'est quand même déjà 8% du PIB américain, et a priori, ça devrait pas s'arrêter là. Voilà. Donc après, pour la volatilité, oui, retour de la volatilité, c'est normal. Tout le monde s'excite après une année quasiment morose où il s'est pas passé grand-chose. Voilà. Eh ben on passe à mardi. Mardi, la situation sociale se complexifie pour le gouvernement. C'est le premier jour de grève pour la SNCF. Debout les damnés de la terre,
Bataille du rail pour les uns, pendant qu'Emmanuel Le Chip chante l'international. Test décisif pour le gouvernement, pour les autres, et galère pour beaucoup. Les voyageurs pris en otage comme d'habitude. Tout le monde a conscience que ce conflit, qui doit durer au total 36 jours jusqu'au 28 juin, va bien au-delà de la réforme de la SNCF. Certains syndicats jouent leur va-tout dans un de leurs bastions. Le gouvernement doit montrer qu'il est ferme et que rien n'arrêtera le train des réformes. Ce n'est pas la SNCF dont il s'agit, mais c'est de la France. Ce n'est pas la lutte finale, mais ce n'est pas loin. Ce sera donc long et douloureux, et l'enjeu est de taille, sauf si en fait on ne veut pas faire de vraies réformes qui fâchent, mais juste des réformettes. Emmanuel Le Chypre, si la grève dure 36 jours, ça aura quel coût pour l'économie française ? Alors d'abord, ça ne durera pas 36 jours, et ça aura un coût qui peut être estimé environ à 0,2 points de PIB, admettons, si ça allait jusqu'au bout, ce qui n'est pas le scénario le plus probable, mais c'est à peu près 0,2 points de PIB. Il faut savoir que c'est pas tellement la longueur qui a un impact macroéconomique, c'est est-ce que, par exemple, l'activité routière est paralysée ou pas. Quand vous avez, par exemple, des grèves qui débouchent sur des raffineries bloquées, des pénuries d'essence, et que là, par exemple, tout le secteur de la logistique est perturbé, ça coûte très cher. Donc, ce que vous voyez, c'est que, en plus, quand il y a des trimestres perturbés comme ça, comme après 95 par exemple, vous avez le trimestre suivant, il y a du rattrapage. Le premier trimestre 96, on fait 0,6 points de croissance, donc alors qu'on a perdu 0,2. Si, il y a un secteur qui va beaucoup souffrir, c'est le tourisme, parce que je vous rappelle qu'il n'y a pas de denrées plus périssables qu'une nuit d'hôtel, hein, et donc effectivement avec tous les ponts, etc. Mais macroéconomiquement, c'est pas très grave, parce que au lieu d'aller au restaurant sur le bord de la plage, eh ben vous irez au restaurant dans votre quartier, mais macroéconomiquement, tout ça, ce sera à peu près pareil. Mais il y aura des gagnants et des perdants. William Eggons, qu'est-ce que ça vous inspire, cette grève de la SNCF ? Disons, la France a du mal à évidemment se changer. Ce qui est intéressant, c'est que on a du mal à comprendre la logique de la réforme, parce que la vraie logique, ça serait de dire une SNCF par région. On est en train de dire depuis un an que globalement, on a trop investi dans le TGV et pas investi assez dans les liaisons locales, et notamment en région parisienne. Et il se trouve que la région parisienne, c'est plus de la moitié des transports voyageurs en France. Et à quoi ça sert de mettre dans le même panier le TGV et le RER? Donc une réforme qui n'est pas la bonne. Qui n'est pas la bonne. On peut continuer sur la rébellion, parce que ce qui est sympa... Vous êtes très rébellion. Très rébellion, très révolté aujourd'hui. Voilà, le rebelle. Ce qui est sympa dans cette grève, c'est que les gens se rebellent quand même. Ils ne soutiennent pas dans la majorité le mouvement qui est en place. Et puis, il y a eu une explosion chez Blablacar d'utilisation, à tel point qu'ils veulent mettre des autocars à disposition pour faire du partage. Il y a une explosion de tous les autres transports. Donc les gens sont moins en passif et veulent moins subir cette grève, et sont plus à dire, bon, bah ok, on voit que ça va durer, donc on s'organise, et puis on va de l'avant, et on ne supporte pas cette grève. Donc c'est plutôt une bonne rébellion. Et aussi, ce que je voudrais ajouter, si vous avez une excellente mémoire, la grosse différence entre 95, c'est qu'en 95, la télévision présentait chaque fois des usagers qui disaient « je suis solidaire des grévistes ». Ils en trouvaient. Et là, cette fois-ci, la stratégie de la télévision, c'est strictement l'inverse. On ne vous présente que des usagers surtout qu'il y a les qui réseaux ne sont pas sociaux, contents. Non, mais qui ne sont pas contents. Et en plus, il y a les réseaux sociaux où on voit... Donc, de ce côté-là, je suis d'accord avec Mélenchon. La presse a pris parti. Non, on peut pas. Non, là, on peut pas laisser dire ça. Je suis pas d'accord. La presse ne prend pas parti. Non, on va pas refaire le débat qu'on a déjà fait 12 fois. Non, la presse ne prend pas parti. Et elle prend ce que les gens, lui disent. Et la grosse différence avec 95, pour le coup, c'est que en 95, comme après en 2014-2016, vous aviez un Premier ministre qui essayait de faire quelque chose et un président de la République qui baissait son pantalon tout de suite. Ça a été le cas de Chirac, ça a été le cas de Hollande. Là, l'impulsion, elle vient quand même de l'Élysée. Et ça change quand même beaucoup de choses par rapport à la volonté réformatrice. Benaoud Abdeldaïm. En effet, vu de l'extérieur, encore une fois, et vu de la part des principaux partenaires européens, il commence à y avoir une mise en garde auprès du président français. Il y a un commentaire très intéressant dans le Handelsblatt, le quotidien économique allemand, qui disait que même si le président Macron parvient à ses fins, il devra changer de style, il devra se faire plus pédagogue, mieux expliquer ses réformes. Les Allemands disent ça ? Les Allemands, dans le Handelsblatt. Mieux expliquer ses réformes, que entre le moment où on met sur la place publique un texte et que 10 jours après, on dit que c'est
ce texte est adopté, ça ne peut plus fonctionner dans une société moderne et qu'il faut associer les parlementaires, il faut associer les corps sociaux. Et donc il y a ces sentiments-là. Ça fait taper sur les doigts là pour la par le première fois. Handelsblatt. Et je cite encore un autre article, c'est dans le NRC, un quotidien néerlandais, qui dit que cette attitude-là de la part du président Macron peut pousser, je cite, les modérés dans les bras des radicaux et provoquer ce qu'on appelle la convergence des luttes. Ils reprennent cette terminologie française. Donc voilà, il ne faut pas lire que le Wall Street Journal et le Financial Times et leur satisfait. Il y a aussi d'autres. On voit bien que le destin de Macron, c'est angles de vue. soit Thatcher, soit Turgot. C'est-à-dire, en Absolument. gros, elle tient le coup et c'est 10 ans de pouvoir. Il tient pas le coup. Il cristallise les mécontentements et ça, il reste 2 ans. Et c'est Turgot, parce que contrairement à ce qu'on pourrait croire, quand vous lisez les mémoires de Margaret Thatcher, elle raconte les dizaines de réunions qu'elle a fait pour expliquer ça. On dit toujours qu'elle a fait des réformes de façon autoritaire, etc. C'est absolument pas vrai. Il y a eu le conflit dur avec les mineurs, mais pour expliquer ces réformes, elle a fait énormément de pédagogie, ce que ne fait pas effectivement Emmanuel Alice Macron. Labouze. Moi, je dis prenons le train en Corse. Pourquoi? Parce que Génial. Non, c'est parce que j'ai ramené un petit papier dessus. Les Corses, en fait, en 2012, ont privatisé en partie leur société ferroviaire et donc du coup, ça a augmenté le chiffre d'affaires, la fréquentation, ça a augmenté la rentabilité. Vous allez faire vous allez faire plaisir. Les chemins de Corse sont totalement autonomes. Ouais, C'est ça. comme la Corse. un peu. Exactement. Mais en tout cas, ils ne sont pas en grève. Ils ne sont pas solidaires avec les grévistes voilà, du continent. Mercredi, ne parlons pas que des trains qui n'arrivent pas ou qui ne partent pas du tout. Il y a de bonnes nouvelles, l'attractivité et l'emploi. Bah oui, c'est formidable. Pendant que la SNCF était en grève, eh bien, les bonnes nouvelles pleuvaient sur la France. On sait que tout va mieux pour l'économie, mais en plus, les étrangers nous aiment plus qu'avant. Les investissements étrangers ont fortement progressé, avec en tête les Américains qui reviennent en force. Sur l'emploi, ça fleure bon comme toujours, avec l'APEC qui nous annonce des progressions d'embauche dans tous les secteurs, avec même des problèmes de riches, puisqu'on confirme, et on le sait, puisqu'Emmanuel nous en parle très souvent, que l'industrie et les services ont de plus en plus de mal à recruter. C'est un sacré retournement de situation. Et en plus, les marchés nous aiment, puisque nous empruntons toujours à des taux moins élevés. La France serait-elle devenue la superstar? Benaouda Abdelrahim, vous nous disiez que vu de l'étranger, Macron n'était pas forcément bien vu sur sa réforme. Est-ce que la situation sociale en France pourrait faire fuir une partie des investisseurs étrangers? Alors, il y a encore cette tendance, elle est toujours là. Vu encore dans un journal américain, l'homme le plus puissant d'Europe, etc., ce genre de formule, ça tient encore, tant qu'il n'a pas cédé sur cette réforme de la SNCF. Mais honnêtement, le monde a vraiment d'autres problèmes que Personne La n'en réforme garde. de la SNCF. Voilà. Les gens n'en ont vraiment rien à faire de la réforme de la SNCF en France. D'où la confiance des investisseurs, c'est-à-dire qu'ils se disent, bon, Exactement. Mais tant mieux. J'investis quand même. Exactement. C'est presque une valeur refuge, si je puis dire. j'en sais pas. Les Américains reviennent en force, pour quelles raisons, d'après vous, Jean-Sébastien Bellet? Ils reviennent en force, ils restent quand même très présents sur leur marché domestique, sur leur valeur technologique et sur leur puissance. Mais là, Alors, leur part des investissements en France ont augmenté. oui, mais on parle d'une toute petite part qui passe à un peu moins petite, donc en fait, on n'en est pas nous faites encore. pas de peine. On est en train Ça nous d'expliquer fait que de la la peine, France, Jean-Sébastien. la France est devenue un pays superstar, que tout le monde l'adore. On est en bonne Journée voie, on est en entière pour ça. mouvement pour devenir un grand pays, mais il y a encore Il y a peut-être plusieurs un effet siècles devant nous. Brexit quoi. aussi, non Il y a peut-être aussi un effet Brexit, tout simplement, parce qu'en fait, l'Angleterre, forcément, inspire un peu moins la confiance. Et comme l'Angleterre est un genre de hub de passage plutôt pas mal pour l'Europe, la France fait quand même office de candidat. Il y a l'Allemagne, bien sûr, mais la France fait office de candidat pour les groupes étrangers qui veulent s'implanter dans la zone européenne. Voilà, juste, je voudrais rajouter que compte tenu de la baisse du dollar pour l'instant, même si nous, on peut penser que les sociétés françaises, européennes sont à des niveaux de valorisation attractifs, pour les Américains, c'est pas du tout le cas, puisque ils ont cette baisse de la monnaie qui leur coûte très cher. Donc c'est pour ça que je suis un peu sceptique sur le retour durable des investisseurs étrangers. William Eggons. En fait, la France est attractive parce que globalement le niveau des infrastructures est bon. Deuxièmement, effectivement, si vous voulez investir en Europe, et les gens qui investissent, ils investissent pas en France, ils investissent en Europe, le fait qu'ils n'ont plus de nations qui parlent anglais qui soient dans le marché européen les amène tout naturellement à investir dans des pays qui géographiquement sont au centre, c'est-à-dire la France et l'Allemagne. Donc on bénéficie de ça. Par ailleurs, on a annoncé une baisse de la fiscalité. La France a
auparavant était quand même un épouvantail. À partir du moment où, si vous croyez que la France va baisser les impôts les différents impôts, la France devient plus attractive. Mais c'était assez facile à réaliser. Assez facile à réaliser, pourquoi? Parce que la France avait des impôts tels que personne n'avait envie Vous dites d'investir on est en tellement en France. retard que maintenant on fait le moindre effort, ça paraît comme un miracle. Mais il y a quand même un changement, Emmanuel, non? Rassurez-moi, parce que, je sais pas, moi j'ai vraiment l'impression... Non, mais il n'y a pas que dans le Wall Street. Il y a tout ce qu'on a dit. Il y a quand même l'effet psychologique très fort d'attractivité lié à Macron, jeune, et puis le différentiel avec justement tout ce qui ralentit ailleurs, tout ce qui se dégrade ailleurs, tout ce qui paraît moins attractif ailleurs. On se distingue un peu. Donc on se distingue un peu. On a quand même, attendez, il y a quand même quelque chose qui continue à faire merveille, c'est notre crédit impôt recherche, parce qu'on voit que tous les industriels qui s'installent, c'est quand même beaucoup aussi pour faire de la recherche. Donc ça c'est de l'attractivité, et ça rejoint quand même notre sujet précédent sur la réforme, c'est-à-dire que cette réforme de la SNCF, l'enjeu dépasse largement la SNCF, parce que ça va être vraiment le baromètre de la volonté réformatrice d'Emmanuel Macron. Et d'ailleurs, on voit bien que sa seule préoccupation, ça va pas durer, d'ailleurs. On voit bien que sa seule préoccupation, c'est d'avoir la peau du statut des cheminots, ce qui, à mon avis, est une erreur. En termes de négociation par rapport à l'objectif qui est d'aboutir à un chemin de fer plus moderne, etc. Pour les nouvelles recrues, lui, ce qu'il veut, c'est pour les nouvelles scalp, recrues, clairement. Ouais. Lui, ce qu'il veut, c'est un scalp, clairement, et donc ça va compliquer la négociation. Mais au moins, il veut montrer qu'il aura réussi là où les autres ont échoué. Et effectivement, en termes d'affichage, c'est problématique pour la réforme de la SNCF, mais ça peut rapporter gros, effectivement, en termes d'attractivité. Pourquoi ça va pas durer? Pourquoi ça va pas durer quoi? 36 jours, vous dites. À la grève de la SNCF, parce que effectivement, on l'a vu, la volonté du président de la République est très forte, ce qui est différent des conflits passés. 2, parce que qu'est-ce que vous voyez dans l'opinion en général à chaque grève? C'est d'abord que l'opinion trouve que la réforme c'est formidable. Ensuite, l'opinion trouve que oui, mais les grévistes, ils ont pas tort de se défendre, et donc il y a un élan de sympathie, et qu'à la fin, il y a une espèce d'usure qui fait que finalement les gens prennent plus les transports. Problème. La réforme, au final, c'est pas si mal. Vous avez une usure qui va venir aussi des personnels de la SNCF, parce que ça va leur coûter cher et qui vont voir que le rapport de force est trop déséquilibré. Et puis enfin, il y a énormément de choses à négocier positivement, parce que n'oubliez pas qu'il y a 2 négociations parallèles. Il y a la négociation avec la ministre sur la concurrence, le statut, et puis il y a toutes les négociations du pacte d'entreprise SNCF, avec tout ce qui est négociable sur la formation, sur la polyvalence, etc. Et donc il est probable qu'il y a des avancées dans l'une ou l'autre des négociations qui vont quand même aussi modifier l'attitude des syndicats, notamment de l'UNSA. Jean-Sébastien Bellet. On a l'impression que Macron essaie de finalement faire plein de petites réformes pour user un peu tous les contestataires, pour pouvoir ensuite faire passer des vraies réformes qui vont arriver, qui seront les réformes de la retraite ou les réformes de la fonction publique. Et donc finalement, c'est plus la façon dont ils travaillent, la façon dont ils arrivent à faire avancer par de la discussion, par des menaces d'ordonnance qui est intéressante. Donc et à chaque fois, ils avancent. Par rapport à l'œil extérieur, c'est plutôt positif. On verra quand les vraies réformes vont arriver, les vraies réformes de fond qui permettront de baisser évidemment la dépense publique qui est sur une mauvaise spirale. C'est déjà pas mal d'essayer, non? Ouais, moi je dis que la France est redevenue attractive. Voilà, on va rester sur une bonne nouvelle parce que c'est votre émission, vous dites ce que vous voulez. Et puis c'est le week-end. Pour une fois qu'on a des bonnes nouvelles sur la France, on les garde et on se retrouve dans quelques secondes.